Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Manuela à Fiji. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce cours d'histoire consacré à la République romaine. Après avoir parcouru les longues années de l'affrontement entre Rome et Carthage, nous nous arrêtons aujourd'hui sur l'action politique de deux frères, deux tribuns de la plèbe, Tiberius et Caius Gracchus, que l'on appelle en français communément les Gracques, et dont les réformes audacieuses suscitèrent de violentes réactions, et cela même est un fait inédit dans l'histoire des institutions de la République. Catherine Virlouvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire sociale et économique romaine, ancienne directrice de l'École française de Rome, et c'est avec vous que nous sillonnons avec grand intérêt les trois moments clés de l'histoire de la République. Alors les Gracques, c'est d'abord une histoire familiale. Alors très simplement, très basiquement, d'où vient cette famille? Que sait-on de ces deux frères? Et surtout aussi, que sait-on du rôle joué par leur mère Cornélie? Alors, c'est une famille de la plus haute noblesse de Rome qui a donné de nombreux magistrats à Rome, à la République romaine. Leur père lui-même a parcouru toute la carrière des honneurs. Il a été consul, censeur, il a remporté des triomphes. Et leur mère, excusez du peu, Cornélie, est la fille de Publius Cornelius Scipion, puisque les femmes prennent n'ont pas d'autre nom que le nom de famille de leur père, et c'est ce fameux Scipion l'Africain qui avait triomphé de Carthage en 202. Or, leur père est mort lorsqu'ils étaient encore jeunes, et c'est Cornélie qui a joué un rôle absolument essentiel dans leur éducation. Elle leur a fait donner d'abord, comme pour beaucoup de jeunes aristocrates romains, les meilleurs précepteurs grecs. Et ils parlaient couramment le grec, ils étaient imbibés de culture grecque, mais aussi dans leur entourage, il y avait beaucoup de juristes romains. C'est le moment où se constitue la science juridique romaine, et on réfléchissait beaucoup dans l'entourage de Cornélie et de la famille des Gracques. Et puis, elle s'est occupée d'eux pour l'ensemble de leur éducation, ce qui n'est pas banal pour une femme romaine, mais aussi ensuite, dans leur carrière politique, c'était une sorte de conseillère, enfin, elle aimait le contact avec eux, elle était d'ailleurs très fière de ses enfants, on raconte des tas d'anecdotes sur elle, et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est pas fréquent que nos auteurs anciens nous racontent des choses sur les femmes romaines. Elles passent un petit peu derrière le rideau, on n'en parle pas beaucoup. C'est pas non plus fréquent qu'on ait retrouvé une base de statut que la population de Rome avait offert à Cornélie. Alors on n'a pas retrouvé la statue, mais on a retrouvé la base. Elle était inscrite, Cornélie, mère des Gracques, donc on le sait, c'est bien elle. Et il y a des tas d'anecdotes sur elle. Alors une en particulier, elle rencontre une autre très noble dame de l'aristocratie qui lui montre ses nouveaux bijoux. Elle est toute parée, et à ce moment-là, elle est avec ses deux fils, et elle les pousse devant eux en lui disant « moi, mes bijoux, les voilà ». Si vous allez au musée d'Orsay, un sculpteur du 19e siècle a reproduit cette scène, et vous verrez Cornélie avec ses deux fils enfants. Elle a aussi fait preuve d'une énorme, force d'âme, puisque alors qu'on la plaignait après la mort de ses deux fils, on va voir comment ils meurent tragiquement, elle dit ne me plaignez pas, n'accusez pas la fortune qui m'a donné des Gracques pour fils. Alors le premier de ses fils, c'est Tiberius, et il accède au tribunat en 133. Alors, dans quel contexte se situe cette accession au tribunat, et pourquoi ce moment est-il ressenti déjà, dès cette époque, comme un moment de rupture? Alors, Tiberius accédant au tribunat, puisque son père faisait partie de la noblesse plébéienne, c'est un tribunat de la plèbe qui ne peut donc être tenu que par de bonnes familles de la plèbe, ça n'a rien d'étonnant. Voilà, ça peut faire partie, c'est pas obligatoire, mais ça peut faire partie du déroulement de la carrière d'un jeune noble plébéien. C'est donc pas tant son élection
au tribunat, qui a été ressenti comme une rupture, mais la manière dont il a imposé la loi agraire qu'il a voulu mettre en place et les violences qui ont marqué la fin de son tribunat. Alors nous parlons du tribunat. Donc Tiberius est un tribun de la plèbe. Avant d'aller plus avant, Catherine Vierlouvet, j'aimerais qu'on s'arrête très brièvement sur cette charge même du tribunat. En quoi consiste-t-elle ? Alors, le tribunat de la plèbe est apparu très tôt dans la République romaine. Il est apparu dès 494 avant Jésus-Christ comme réponse à la sécession des plébéiens. Pourquoi avait-il fait sécession alors que l'ensemble de l'armée sécession, ça veut dire qu'ils sont partis sur une colline. Alors, les auteurs hésitent parce que ça remonte à très longtemps et donc on n'a pas de source directe. Les auteurs qui nous racontent ça après coup hésitent. Est-ce que c'est l'Aventin? Est-ce que c'est le Mont Sacré? Donc les plébéiens disent, nous ne voulons pas nous battre avec le reste des Romains, c'est-à-dire avec les patriciens. Nous allons fonder une autre cité. Et pourquoi ? Parce que les patriciens, qui prétendaient depuis le début de la République monopoliser la connaissance de la loi, monopoliser les charges politiques, ne voulaient pas donc laisser accéder des gens riches, comme les patriciens, mais qui n'étaient pas patriciens, donc qui ne pouvaient pas prétendre qu'un de leurs ancêtres avait fait partie, c'était un peu mythique cette prétention, mais des premiers compagnons de Romulus, eh bien, ils n'avaient pas le droit de participer à la vie politique. Donc, pour mettre fin à la crise, parce que les patriciens sont pas si nombreux que ça, et donc ils sont mal pour aller se battre tout seuls face à leurs ennemis qui sont leurs voisins à l'époque, la Rome est encore petite, pour mettre fin à cette tension et créer cette fonction de tribun de la plèbe, qui est une fonction tout à fait particulière, d'abord parce qu'elle est considérée comme sacro-sainte, elle ne peut être tenue que par des plébéiens, évidemment, elle est dédiée à la défense des intérêts de la plèbe, et elle est pourvue de pouvoirs civils seulement, c'est pas du tout une magistrature militaire, très important, entre autres le pouvoir d'agir avec le peuple, de proposer des lois au peuple, et puis le droit de veto sur toutes les propositions des magistrats, y compris les plus importants, y compris les consuls, si ces propositions semblent aux tribuns aller contre les intérêts de la plèbe. Donc, jusqu'au milieu du IVe siècle, à peu près jusqu'en 367-350, ces tribuns de la plèbe, ils vont lutter pour l'obtention de l'égalité politique. Et puis, une fois que ce sera chose faite, il y a une période où ils seront peut-être moins actifs, mais à partir du IIe siècle, ils s'illustrent de nouveau, cette fois pour la défense des intérêts du peuple, et en opposition de nouveau avec une partie des élites politiques, qu'elles soient d'origine patricienne ou plébéienne. Parce que toute l'ambiguïté du mot plèbe, il faut l'expliquer à nos auditeurs, c'est que nous, maintenant, on pense que c'est la plèbe, c'est péjoratif, exactement. Mais les plébéiens à Rome recouvraient à la fois une catégorie, un statut juridique, et plébéiens, tout ce qui ne fait pas partie des patriciens, c'est-à-dire 99,9% de la population. Les patriciens, c'est une toute petite frange de la population, mais ça peut avoir aussi un sens social, c'est-à-dire que on parle plutôt de plèbe pour le peuple qui n'a pas accès aux magistratures parce qu'il n'a pas le degré de fortune nécessaire. Vous parliez tout à l'heure d'une réforme agraire très importante. C'est autour d'elle que va se déployer l'action politique de Tiberius Gracchus. Alors, là encore, très brièvement, que préconise finalement cette réforme agraire et surtout pourquoi une grande partie du Sénat y est-elle opposée ? Alors, c'est pas la première réforme agraire, on va y revenir. Alors, ces réformes, il y a eu des précédents qui n'ont pas bien marché. Elles portent sur une portion bien particulière du territoire conquis par les Romains sur leurs voisins en Italie, passé sous la domination des Romains, devenu donc territoire public, ager publicus, comme on dit en latin. Ces territoires, du moins une partie d'entre eux, ceux qui n'étaient pas mis en culture par exemple, étaient mis aux enchères par le trésor public romain, par les Romains, la République, auprès de propriétaires qui souhaitaient les mettre en valeur, les exploiter, moyennant le paiement d'une redevance, une sorte de loyer. Et bien entendu, cette mise aux enchères fait que ce sont souvent les plus riches qui étaient déjà propriétaires de terres importantes, qui ont vu un moyen d'accroître encore leurs exploitations, qui ont investi
pour mettre en valeur ces terres et au fil du temps, ayant investi, s'en sont presque considérés comme des propriétaires, ont parfois oublié, entre guillemets, de payer le loyer et dans le même temps, une partie des paysans ayant des exploitations plus petites, de taille moyenne ou petite, se sont endettés, ont parfois perdu ces propriétés dans une proportion moins importante que ce que les historiens le disaient au XXe siècle. Disons que il y a eu des recherches qui ont nuancé cette vision de manière assez récente. Mais tout de même, un certain nombre d'entre eux sont endettés, donc cèdent tout ou partie de leurs terres aux riches propriétaires, sont forcés de louer la force de leurs bras, ou bien d'aller grossir la population des cités dans l'espoir de trouver une activité. Donc, la réforme proposée par Tiberius, qui reprend d'autres réformes agraires, prévoit tout simplement de récupérer une partie de ces terres publiques pour les distribuer aux plus petits, en limitant le droit d'occupation sur les terres publiques à 500 jugères. Le jugère, c'est 1/4 d'hectare, à peu près. 500 jugères par citoyen. Alors, si on a des enfants, on peut avoir 250 jugères de plus par enfant, mais on pense dans les limites de 1000 jugères. Tant pis si on a 12 enfants. Et donc, ça serait l'idée de ces parties du territoire public qu'on est en droit d'exploiter, on y est en pleine propriété dessus, mais tout ce qui est au-dessus de cette limite est récupéré par le trésor public et va être distribué aux citoyens pauvres en lots qui ne seront pas aliénables non plus, par lot de 30 jugères, c'est-à-dire 7,5 hectares par tête. Et l'aspect le plus novateur de la réforme, j'ai dit, il y a eu d'autres réformes avant, puis elles n'ont pas vraiment bien marché. Eh bien, elles n'ont pas bien marché parce que leur mise en application a été compliquée. Les propriétaires, enfin, ceux qui avaient mis en exploitation les terres n'étaient pas très désireux de les rendre. Et là, il y a un triumvirat agraire, c'est-à-dire un groupe de 3 hommes avec des pouvoirs importants qui est mis sur pied par la loi elle-même, et ils ont le droit de réviser le cadastre, c'est-à-dire de regarder que les bornes entre propriété privée et terres publiques ont bien été respectées. Et là, c'était un petit peu, au fil du temps, ça n'avait pas toujours été très net. Et puis, une fois la terre récupérée, de la distribuer et de régler aussi, d'être un pouvoir judiciaire finalement pour régler les litiges qui ne manqueront pas de survenir. C'est ça surtout qui provoque l'opposition farouche du Sénat, parce que les sénateurs font bien entendu partie des riches propriétaires qui ont pris de la terre sur ces terres publiques, et la création du triumvirat agraire ne leur plaît pas du tout, parce que on voit que la réforme va être menée jusqu'au bout. Et au départ, les terres qui vont être concernées, ça peut être des terres très proches de Rome, ou en Étrurie, ou dans le Latium, des terres qu'ils avaient pris en charge et finalement dont ils se considéraient un peu comme les possédants. En 132, donc l'année d'après, Tiberius se voit refuser cette fois l'accès à un nouveau mandat, et donc des heurts opposent ses partisans à ses opposants, et finalement Tiberius est tué au milieu de ces violences. Est-ce qu'il s'agit là justement des premières violences civiles à Rome, et si oui, de quoi sont-elles le signe ? Alors, ce ne sont sans doute pas les premières violences civiles à Rome. On a des récits des débuts de la République où il y a eu des violences, mais là quand même, d'abord on est historiquement dans du sûr, disons, par nos sources, et puis ce sont des violences qui ont été impressionnantes. C'était pendant les élections au tribunat, la réélection de Tiberius au tribunal de la plèbe. Ses opposants prétendaient qu'il n'avait pas le droit d'être réélu, qu'il y avait une coutume, mais en fait, et qu'en réalité, il voulait simplement usurper le pouvoir, devenir un tyran en quelque sorte. C'est pas sûr que c'était si illégal que ça, mais ça s'était pas produit depuis très longtemps en tout cas. Et là, les opposants ont fait faire le coup de main par des hommes au sein de l'Assemblée, et non seulement Tiberius a péri, mais 300 des siens aussi ont été tués. En fait, c'est pas seulement cette seconde candidature, c'était un prétexte qui provoquait l'opposition farouche des sénateurs. C'était la manière dont la loi avait été passée, dont Tiberius avait fait passer sa loi agraire contre l'opposition des sénateurs. On a vu tout à l'heure pourquoi. Les sénateurs
s'était dit, pas de problème, on va provoquer le veto d'un autre tribun de la plèbe. Bah oui, j'ai dit que les tribuns de la plèbe pouvaient s'opposer à toute proposition de loi, et même entre eux, évidemment. Donc, ils avaient convaincu un tribun de la plèbe qui était de leur côté, Marcus Octavius, de mettre son veto. Et là, Tiberius Gracchus a fait quelque chose qui était vraiment révolutionnaire. Il a proposé à l'Assemblée du peuple une loi pour destituer le tribun de la plèbe. C'est-à-dire que pour lui, dans la mesure où ce tribun, dont la mission est de défendre les intérêts du peuple, allait contre les intérêts du peuple, il n'était plus légitime et le peuple pouvait le destituer. C'était affirmer la prééminence de la souveraineté populaire, et ça, c'est une véritable révolution. Alors, 10 ans passent entre la mort de Tiberius et l'accession au tribunat de Caius, qui est son frère cadet. Est-ce que sa réforme agraire lui survit, et puis que sait-on de son application sur le terrain ? Alors, dans le détail, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé pendant ces 10 années. Il est certain que la commission agraire formée par la loi de Tiberius a continué à fonctionner, puisque on a trouvé des cipes de bornage, donc des pierres de bornage des territoires, avec le nom des différentes personnes qui ont participé à ce triumvirat agraire, dont Caius Gracchus dès le départ. Mais ces cipes, on les a trouvées bien loin des territoires autour de Rome, on les a trouvés dans le sud de l'Italie, on les a trouvés dans les Marches. Donc on peut penser que ce qu'avaient obtenu au moins les sénateurs, en réduisant certainement les pouvoirs du triumvirat agraire, c'est que cette récupération de terres publiques se fasse plutôt sur les territoires qui étaient mis en exploitation par les alliés, plutôt que sur les propriétés sénatoriales. Caius Gracchus, le frère, est élu tribun de la plèbe en 124. Est-ce qu'il s'inscrit dans le sillage politique de son frère ? Oui, il s'inscrit complètement dans le sillage politique de son frère, en même temps avec une vision sans doute plus ample. On va voir que on a pu parler d'un programme entre guillemets, parce que il n'y a pas de parti politique, mais d'un programme gracchien. Il y a tout un ensemble de mesures, et puis avec, je dirais, une approche différente. Ils n'ont pas la même personnalité, les frères Gracques. Tiberius était un être mesuré, tenant des vertus du romain traditionnel. Caius, lui, c'est quelqu'un qui a complètement adopté les modes de vie à la grecque. Il est imprégné de culture grecque, donc il ne refuse pas un certain luxe, et puis qui a une attitude dans la manière de s'adresser au peuple, en jouant de mouvements de bras. On dit qu'il découvrait son épaule avec sa toge, en jouant du fait qu'il s'adresse au peuple et non plus au Sénat, parce que quand les orateurs romains, magistrats étaient sur la tribune, sur le forum, ils se tournaient traditionnellement avant Caius du côté des sénateurs et pas du côté du peuple, donc en s'adressant au peuple avec une force de discours que tout le monde, que tous les auteurs ensuite louent. Donc c'était d'ailleurs depuis qu'on parle de l'expression parler comme un tribun, ça vient bien de Caius Gracchus. Donc on est devant une personnalité tout à fait différente, beaucoup plus ombrageuse aussi que son frère. Il y a une anecdote, on dit que il avait engagé un de ses esclaves, un des esclaves qui savait jouer de la flûte, à être toujours à ses côtés quand il avait à participer à une rencontre politique, à sortir sur le forum, à répondre à des citoyens. Et cet esclave savait que dès qu'il entendait le son de la voix, le ton de son maître monter, donc la colère aussi monter, il devait lui jouer un petit air doux pour que Caius se dise là j'ai franchi la zone rouge, la limite rouge, et que il puisse redescendre pour l'apaiser, quoi. Voilà, pour apaiser les choses. Alors Caius gagne toutefois en impopularité également parmi ses soutiens, notamment, et là c'est assez crucial, en voulant élargir la citoyenneté romaine aux populations de droit latin. Alors pourquoi cette mesure est-elle aussi mal acceptée ? Alors c'est une mesure parmi d'autres. J'ai pas eu le temps. Je vous ai parlé d'un programme. Il y en a plein d'autres. On n'aura pas le temps de les évoquer. Donnons quand même leur nom. Une réforme judiciaire, une réforme
une loi non seulement remise en vigueur de la loi agraire, mais aussi une loi frumentaire qui donnait la possibilité aux citoyens de la ville de Rome d'avoir du blé, d'acheter du blé à prix réduit sur le marché de Rome. Bref, on est là devant un panel de lois. Et puis il y a cette loi qui voulait donner la citoyenneté romaine aux populations de droit latin et à terme à tous les Italiens. Oui, c'est mal admis parce que de plus en plus, avec les conquêtes romaines, la citoyenneté, la condition de citoyen est devenue une condition privilégiée. Et pour toute une partie de l'opinion publique romaine, et c'est humain, quand on a un privilège, on n'a pas forcément envie de le partager. Donc, cette question de la citoyenneté romaine est vraiment une question qui fracture, je dirais, l'opinion publique romaine, quelle que soit son opinion sur d'autres sujets. Bon, par exemple, les adversaires des Gracques se sont appelés entre eux les optimates. Hein, ils avaient une haute opinion d'eux-mêmes, hein, les meilleurs presque, et ont appelé leurs adversaires les populares, ceux qui veulent se rendre populaires, et dans leur esprit c'était négatif, les démagogues. Mais là, populares optimates, tout le monde autour de cette question de la citoyenneté romaine se divise. L'opinion publique se divise pourquoi ? Parce que la citoyenneté romaine, c'est dès le départ une citoyenneté ouverte. Par exemple, les Romains donnaient la citoyenneté à leurs affranchis, ce qui n'était pas du tout le cas des Grecs. Hein. Donc, les Romains conçoivent bien que leur statut puisse s'adresser à d'autres. Et d'un certain point de vue, c'est généreux. Mais de l'autre, je l'ai dit, alors avec tous les alliés italiens, ça va quand même faire beaucoup. Et d'ailleurs, à la fin, ils seront forcés de faire... On le verra dans un prochain épisode, si je puis dire. Ils sont forcés, les Alliés, de faire une guerre contre les Romains pour obtenir sa citoyenneté. Mais voilà, c'est un petit peu pour ça que une partie des soutiens de Caius Gracchus ne le suivent pas sur ce terrain. Les Gracques furent des tribuns de la plèbe. Leur action était essentiellement en faveur des classes les plus petites, les plus défavorisées du peuple, mais le peuple ne les a pas défendus pour autant. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Alors, d'abord, il faudrait être sûr, aujourd'hui comme hier, que le peuple sache reconnaître ses vrais défenseurs, entre guillemets. Bon. Et puis, surtout, le présupposé du terme générique de peuple est un petit peu à nuancer. En fait, sous cette appellation, le peuple, il n'y a pas un groupe socialement uni, il y a et qui aurait les mêmes attentes à l'égard de la classe politique. Il y a des catégories tout aussi diverses dans l'Antiquité qu'à notre époque. On s'en rend moins compte parce que nos sources émanent de personnes appartenant à l'élite ou étant dans la proximité de l'élite. Et vu de l'élite, le peuple, c'est tous des pauvres. Ils ont tendance, voilà, tout ce qui n'est pas riche est pauvre. Mais en réalité, on le sait par des inscriptions. Par exemple, il y avait des gens qui estimaient qu'ils faisaient partie, c'est l'expression en latin qu'on trouve dans les textes, plutôt dans les inscriptions, de la plebs media. Bon, donc de la plèbe moyenne, il y a quand même toute une population moyenne qui vit de ses activités, qui en est fière d'ailleurs. Donc il y a de multiples sensibilités politiques au sein du peuple romain, comme partout. Et puis, il faut tenir compte d'un autre trait de la société romaine qu'on a tendance à négliger parce qu'il est tellement loin de nos mentalités, ce sont les relations de clientèle. C'est-à-dire qu'il y a une importance énorme des rapports verticaux dans la société romaine. Les plus riches prennent sous leur aile protectrice une partie du peuple, la partie qui le veut bien. On n'est pas obligé de devenir le client de quelqu'un quand on fait partie du peuple à Rome. Sous leur aile protectrice, ça veut dire qu'on va les aider en cas de coup dur, ça veut dire que tous les jours ou régulièrement, ces clients, puisqu'on les appelle des clients, viendront chez leur patron, c'est le terme pour celui qui a pris sous son aile protectrice, recevoir des petits cadeaux, et puis qu'en contrepartie, c'est un échange de services. Ces clients vont, pour le grand patron qui les a pris sous sa protection, eh bien, faire partie de leur clientèle politique aussi, c'est-à-dire voter pour lui, favoriser sa carrière politique et éventuellement aussi
faire le coup de main contre ses ennemis. On a parlé tout à l'heure de cette réélection de Tiberius où il y a eu 300 de ses partisans et lui-même qui ont été tués. Voilà, les hommes en armes qui ont pris fait écho contre lui, c'était certainement pas les sénateurs eux-mêmes, et donc c'est des gens du peuple, mais ce sont des gens du peuple qui pouvaient faire partie de cette clientèle des optimates, on va dire. Alors la dynamique induite par les Gracques touche directement au partage des pouvoirs. Je pense notamment à sa réforme judiciaire. En quoi est-ce une révolution dans le système politique romain ? Est-ce que, peut-être que l'expression vous paraîtra un peu impropre, mais est-ce qu'on peut parler de naissance du concept de souveraineté populaire ? Tout à l'heure, j'ai employé le terme révolution. Vous vous souvenez ? Bon, c'est exagéré. Enfin, il ne faudrait pas faire des Gracques des révolutionnaires. Ils font partie de la très riche aristocratie. La République romaine n'est pas une démocratie. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui le pensent. J'y reviendrai peut-être. C'est une république censitaire. Cela signifie que pour exercer des mandats politiques, des charges politiques, il faut présenter un certain degré de fortune. N'importe quel citoyen ne peut pas se présenter. Donc on n'est pas exactement dans une démocratie, et les Gracques n'ont jamais voulu réformer la base censitaire de la République romaine, avec des citoyens qui, en fonction de leur fortune, ont plus ou moins de droits et de devoirs. Les Gracques sont donc des réformateurs. Mais en même temps, la réforme qu'ils veulent imposer, c'est de donner plus d'importance au peuple. Les institutions de la République romaine sont composées en gros de trois groupes. Il y a les magistrats, il y a le Sénat, et puis il y a les assemblées populaires. Et c'est ce concept, cette importance des assemblées populaires, ce concept de souveraineté populaire qu'ils empruntent d'ailleurs au monde grec, qui est vraiment au cœur, me semble-t-il, de ce qu'on a pu appeler la révolution des Gracques. Parce que, si vous voulez, il y a toute une partie de l'opinion romaine, et en particulier dans les classes politiques, dans l'aristocratie, qui pense que réunir une assemblée pour élire des magistrats, c'est surtout un rituel qui va nous donner le magistrat qui va être élu, c'est en fait la volonté des dieux, c'est pas la volonté du peuple. Alors dire qu'il y a un tribun comme Marcus Octavius qui n'a pas été élu, qui a été élu mais qui doit être destitué parce qu'il a été élu par la volonté du peuple et qu'il n'a pas respecté la volonté du peuple, ça c'est vraiment révolutionnaire. Je cite Plutarque, qui fait dire ceci à Tiberius Gracchus. Je dis fait dire parce que les auteurs, évidemment, bien longtemps après, réécrivent les discours, mais à partir des sources qu'ils ont eux-mêmes consultées. Il dit, comment ne serait-il pas, alors c'est Tiberius qui parle, comment ne serait-il pas exorbitant qu'un tribun puisse arrêter un consul, c'est le fameux droit de veto, et que le peuple ne puisse ôter au tribun sa fonction quand il en use contre celui qui la lui a confiée. Car c'est le peuple qui choisit également le consul et le tribun. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Est-ce qu'on peut dire que l'épisode gracchien et surtout les violences qui l'ont marqué, qui l'ont imprégné, préparent d'une certaine manière le cadre de la future guerre civile qui touchera Rome au siècle suivant ? Oui, ça préfigure les guerres civiles, en quelque sorte, je l'ai déjà dit, c'est aussi souvent ainsi que les auteurs anciens ont présenté cette coupure. Bon. Mais tout de même, les trois guerres civiles du 1er siècle avant Jésus-Christ, d'abord entre Marius et Sylla dans les années 80, puis au milieu du siècle entre César et Pompée, et enfin dans les années 30 entre Antoine et Octave, ont une autre dimension, puisque ces guerres mettent aux prises de grands généraux à la tête d'armées qui sont toutes deux des armées de citoyens romains, et donc mettent à leur tête, mettent aux prises des grands généraux qui aspirent à exercer
pour le bien de la République, à ce qu'ils disent, pour la redresser, c'est vrai, c'est ce qu'ils disent. On le verra aussi dans le cas de Silla prochainement. Ils aspirent en réalité tous à un pouvoir fort, un pouvoir unique. Donc, on passe de violences urbaines, ça a été le cas pour les Gracques, on est dans le cadre de violences urbaines. Caius Gracchus, on n'en a pas du tout parlé, il est mort, alors non pas dans une émeute, dans une assemblée, mais il est mort parce que le Sénat a pris une mesure nouvelle, alors là aussi révolutionnaire dans un autre sens, le Senatus Consulte Ultime, c'est-à-dire qu'il a décrété que Caius devait aspirer certainement à un pouvoir tyrannique et qu'il fallait le mettre à mort. Ce Senatus Consulte Ultime charge les consuls, enlève tout fonctionnement normal des institutions républicaines, les pleins pouvoirs aux consuls, avec le droit et le devoir même de tuer celui qui est considéré, ou ceux qui sont considérés comme ennemis publics, et droit et devoir de les tuer aussi pour n'importe quel citoyen romain, et punition si on ne le fait pas. Caius s'enfuit, et puis finalement, voyant qu'il est rattrapé, il se fait poignarder par un de ses esclaves. C'est un moment dans les sources antiques très, très émouvant. Enfin, pour moi, surtout qu'il y a un petit faible pour Caius Gracchus, mais bon. Mais voilà. Donc, on est bien dans le cas de violences urbaines, même légitimées par le Senatus Consulte Ultime, alors que dans la guerre civile, on est vraiment dans un affrontement militaire qui met aux prises des soldats romains entre eux. Merci beaucoup Catherine Virlouvet. On se retrouve donc, vous l'avez dit, la semaine prochaine pour notre dernier cours d'histoire sur la première guerre civile à Rome. Merci à vous également, chers auditeurs. Alors, si vous souhaitez nous aider, rendez-vous sur storiavoce.com. Vous pouvez faire un don et recevoir un livre de votre choix. Ou bien, sachez aussi que Storia Voce est reconnu d'utilité publique. Vos dons sont ainsi défiscalisables. Si vous donnez par exemple 100 €, eh bien, votre don ne vous coûte que 33 € et vous déduisez de vos impôts 66 €. Voilà, donc si vous choisissez cette dernière option, nous vous enverrons un reçu fiscal. Encore merci à tous et à la semaine prochaine.